Bonjour, c'est Fabrice Dalméda, direction l'Allemagne et une date, le 30 janvier 1933, celle de l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, premier épisode, les coulisses d'une victoire. Au cœur de l'histoire. Nous sommes tous que Bolsonaro déteste. C'est un fasciste qui veut en finir avec les Noirs, les Indiens, les femmes doivent gagner moins que les hommes. C'est un moment difficile pour le Brésil. J'ai 48 ans et je n'ai jamais vu ça. On se rapproche d'un retour à la dictature. C'est un nouvel Hitler qui est en train d'émerger au Brésil et tout cela n'est pas une plaisanterie. Face à une actualité rythmée par une crise mondiale, par des tensions sociales, l'arrivée au pouvoir dans plusieurs démocraties de leaders dits populistes ou autoritaires a attisé les comparaisons avec les années 30. Qu'en est-il vraiment ? Sommes-nous au seuil de l'arrivée au pouvoir d'un nouveau totalitarisme ? Peut-on relever beaucoup de différences ou de similarités avec ce qui s'est passé dans l'Allemagne nazie, en tous les cas à ses débuts ? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette émission. Il y a 86 ans, jour pour jour, 30 janvier 1933, Adolf Hitler est nommé chancelier d'Allemagne. À l'époque, c'est encore la République de Weimar, mais on ne sait pas que le régime vient de basculer dans une autre dimension, vers un autre monde, fait de xénophobie, d'autoritarisme, d'antisémitisme, de guerre, de ravages, de destruction, de migration, de déplacement de population, bref, l'horreur. Eh bien, on va regarder cette horreur en face, au moment où en partie elle s'ignore, au moment où rien n'est encore écrit, au moment où Adolf Hitler est le leader d'un parti agité, secoué, mais qui lève l'espoir de millions d'Allemands. C'est ce regard qu'il va nous falloir poser et je vous emmène tout de suite au cœur de cette histoire. C'était un lundi froid, l'hiver, à Berlin, le 30 janvier 1933. Midi était passé de quelques minutes et au 73 de la Wilhelmstrasse se trouve le palais présidentiel où réside le président de la République de Weimar, un vieil homme, Paul von Hindenburg, ancien chef d'état-major allemand pendant la Première Guerre mondiale, âgé à ce moment de 86 ans. Le rendez-vous était prévu à 11h et le vieil homme attend avec impatience son invité. Cet invité mystérieux, vous l'avez compris, c'est Adolf Hitler. À 43 ans, Hitler est le chef, ou le Führer comme disent ses partisans, d'un parti appelé le Parti national-socialiste, le NSDAP, souvent abrégé à l'époque déjà en Nazi, comme on abrégeait les socialistes en Sozi. Hitler tient sa victoire. Dans quelques instants, il va entrer dans le bureau du président de la République de Weimar et obtenir formellement sa nomination au poste de chancelier. Sa stratégie, consistant à demander à être nommé au poste de chancelier plutôt qu'à soutenir une majorité, a donc fonctionné. Il se sent en position de force au moment de rencontrer le président Hindenburg. Ce dernier est d'ailleurs irrité d'avoir dû attendre, si bien que quand Hitler arrive, il va prononcer une très brève allocution de bienvenue, dire sa satisfaction de voir la droite nationaliste enfin réunie, et puis, enfin, formellement, dire que Hitler est nommé chancelier d'Allemagne. Dans cette pièce, les deux hommes ne sont pas seuls. Il y a une personnalité fondamentale. C'est celle de Franz von Papen. Von Papen est un nom qui aujourd'hui paraît oublié. Mais à l'époque, il est le leader d'un des partis les plus puissants de la démocratie weimarienne. Le parti du centre, le Zentrum. C'est un parti de droite catholique, fort installé aussi bien en Allemagne du Sud qu'en Allemagne du Nord, et qui pèse sur la politique allemande. Von Papen s'est convaincu au fil du temps que seul un leadership fort pourrait permettre de sortir l'Allemagne de la crise et de lui rendre sa place dans le concert des nations. Il a donc décidé d'accepter que Hitler prenne la tête du gouvernement et de soutenir la coalition avec le Parti national-socialiste. Nous aurons l'occasion de voir dans quelles conditions. On imagine un court moment de silence, alors que toutes les formalités ont été accomplies, et soudain, Hindenburg prend la parole, une dernière fois. « Et maintenant, messieurs, Dieu vous accompagne !» Ça y est, c'est fait. En 30 petites minutes, les dés sont jetés. Et c'est un changement si profond
qu'il va entraîner l'émotion d'un des plus grands partisans d'Adolf Hitler, Joseph Goebbels, son principal collaborateur en Prusse, qui écrit ce jour-là dans son journal l'émotion qu'il submerge. Tout est allé si vite et si loin. Nous sommes installés à la Wilhelmstrasse. Hitler est chancelier du Reich. C'est comme un conte de fées. Au Kaiserhof, nous attendons tous. Il arrive enfin. Résultat, lui, chancelier du Reich, Frick, ministre de l'Intérieur du Reich, Göring, ministre de l'Intérieur de Prusse. Le vieux a cédé. Il était tout ému pour finir. Tout cela est justice. Nous devons maintenant tout avoir. Nous avons les larmes aux yeux. Nous serrons la main d'Hitler. Il l'a bien mérité. Grand transport de joie. En bas, le peuple fait du tapage. Changement de décor. Il est 12h35, le 30 janvier 1933. Nous sommes dans les bureaux d'un journal français à Berlin. Ce journal s'appelle Le Matin et y travaille une jeune femme âgée de 31 ans, une journaliste qui s'appelle Stefanie Landais. Elle est française, d'origine autrichienne, et elle décroche précisément le téléphone à ce moment. À l'autre bout du combiné, le directeur d'une des principales agences d'information allemandes l'appelle, comme toujours lors des grandes occasions. Et l'occasion du jour, évidemment, c'est le changement à la chancellerie. L'homme lui dit de prendre un crayon et un papier, et il lui dit tout simplement « Vous y êtes ? Je commence. Chancelier Adolf Hitler. » Stefanie Landais ne peut s'empêcher de marquer un temps. Ces quelques secondes lui permettent de réaliser l'immensité du choc de ce qui vient de se produire. Pour Landais, le 30 janvier 1933, à 12h35, elle s'en souviendra plus tard, l'histoire a basculé. Comment comprendre ce qui vient de se passer ? Alors qu'elle recommence à prendre ses notes, elle se dit qu'il faudra un jour éclaircir ce mystère. Quand exactement l'Allemagne a-t-elle commencé à basculer en faveur de Hitler ? Et si c'était le 6 novembre 1932 ? Ce jour-là tombent les résultats des 5e élections de l'année pour une République de Weimar visiblement à bout de souffle. La République était née, on s'en souvient, de la défaite de 1919, des cendres de cet empire germanique qui avait fait trembler l'Europe. Et puis, progressivement, entre violence politique, crise économique, tension entre le Parti communiste et le Parti national-socialiste, elle avait changé de visage. Oui, parce que les partis, et notamment les partis d'extrême droite, jouent un rôle singulier dans cette République. Tiens, prenons le Parti national-socialiste, le parti nazi, celui d'Adolf Hitler. Il a commencé au lendemain de la guerre. En février 1920, il est devenu un des partis visibles dans la métropole du sud de l'Allemagne, la Bavière, à Munich. Et puis, progressivement, il a gagné en puissance un peu partout en Allemagne. C'est ce parti qui semble le plus puissant électoralement le 6 novembre 1932. Mais pourtant, à y regarder de près, les résultats sont moins bons que ceux des élections précédentes. Oui, car en 1932, tenez-vous bien, il y avait déjà eu des élections au mois de juillet. Et en juillet 1932, le Parti national-socialiste a fait 37% des voix. Alors que le 6 novembre, quand les résultats tombent, il n'a plus que 33% des suffrages. Ça signifie que ce parti est certes toujours le premier en Allemagne, mais qu'il n'est pas dans une situation de majorité absolue. Il lui faut des alliés. En somme, ce qu'Hitler comprend ce jour-là, c'est qu'il n'accédera pas au pouvoir sans coalition. Il lui faut donc trouver des intermédiaires, discuter avec les autres forces politiques et surtout parvenir à convaincre le président de la République de Weimar, Paul von Hindenburg, qu'il est bien l'homme de la situation. Or, Hindenburg a dit un jour, en voyant le comportement des nationaux-socialistes, que jamais il n'appellerait Hitler à la chancellerie. Vous connaissez le proverbe, il ne faut jamais dire jamais. L'autre parti qui joue un rôle important dans la République de Weimar, c'est le Parti communiste, le KPD.
Les communistes en Allemagne ont une doctrine insurrectionnelle. Ils ont essayé de faire un putsch au lendemain de la Première Guerre mondiale. C'était en janvier 1919, il y avait eu une insurrection spartakiste. Ils ont fait aussi une tentative de créer une république des conseils en Bavière, avec une dimension de solidarité sociale un peu folle, un peu utopiste. Et ils ne sont rentrés dans le rang de la République qu'à reculons, en gardant toujours l'idée qu'il y avait une sorte d'illégitimité de ce régime. Les communistes sont le repoussoir sur lequel fleurissent les nazis. Leur présence est si forte qu'elle inquiète les classes dirigeantes, si bien qu'un certain nombre d'hommes d'affaires et de dirigeants du pays pensent qu'il faut trouver une solution solide de manière à ce que le régime ne soit pas emporté par une révolution bolchevique. Hindenburg a bien compris le caractère instable de la situation. C'est la raison pour laquelle il a choisi de nommer un chancelier qui ne dispose pas de majorité au Parlement, mais qui a sa confiance pour tenir le pays. Il s'agit de Kurt von Schleicher. C'est un ancien militaire. Il a été ministre de la Défense dans les gouvernements précédents. Et donc, avec ce cabinet qui n'a pour seul soutien que la présidence, il doit reconstruire et stabiliser l'Allemagne. Mais évidemment, d'autres travaillent en sous-main pour essayer de composer une majorité alternative. Le 4 janvier 1933, dans la banlieue de Cologne, a lieu une réunion qui s'inscrit dans cette logique. La maison où se tient la rencontre appartient à un banquier et s'appelle Kurt von Schröder. C'est une de ces grandes familles fortunées. La demeure est d'ailleurs assez vaste avec une bibliothèque et un bureau. C'est là que vont se rencontrer pour la première fois, afin de négocier une participation commune au gouvernement, Franz von Papen et Adolf Hitler. Schröder n'est pas qu'un intermédiaire. Il représente dans cette rencontre les intérêts économiques de l'Allemagne. Il a rencontré à plusieurs reprises Hjalmar Schacht, le ministre de l'économie qui avait permis de stabiliser le mark. Il est aussi en relation avec Fritz Thyssen, le grand industriel de la Ruhr, celui des aciéries et des fabriques de canons. Et tous sont persuadés qu'il faut chercher une solution durable et que cette solution passe par une alliance entre le Zentrum et le Parti national-socialiste. C'est ainsi que la discussion s'engage. Hitler met une condition à sa participation. Il ne fera de coalition que s'il est lui-même nommé chancelier. Von Papen trouve cela inacceptable. L'équilibre des voix et le caractère pivot de son parti justifieraient pleinement qu'il reprenne, lui, le poste de chancelier qu'il a déjà exercé. À la fin de la discussion, assez tendue entre les deux hommes, un accord a émergé sur l'idée qu'il faut que les deux partis agissent ensemble pour composer une majorité. Mais qui va la diriger? La question reste en suspens. C'est sur ces entrefaits qu'ont lieu des élections dans un petit land d'habitude jugé sans intérêt. C'est le land de Lippe-Detmold. Et cette fois, le NSDAP remporte une victoire accentuée. C'est d'ailleurs ce que Goebbels comprend tout de suite. Le 16 janvier, il écrit dans son journal. Résultat de la Lippe, nous avons gagné 20%. Hugenberg a perdu de presque la moitié, le KPD a perdu, le SPD a gagné. Le parti est de nouveau à l'offensive. Cela en valait donc bien la peine. Mais surtout, continuer ainsi. Et en finir avec les défaitistes. Je suis tout heureux. Tout de suite, un article. La Lippe comme signal. Tout à fait pour rester obstiné. On comprend la satisfaction de Joseph Goebbels, car, de fait, le 18, le 21 janvier, d'autres rencontres ont lieu entre les dirigeants du Zentrum et ceux du Parti national-socialiste. Elle se déroule dans la villa cossue d'un importateur de champagne, un homme d'affaires, ancien diplomate, Joachim von Ribbentrop. Dans ce contexte, von Papen finit par admettre l'idée que Hitler soit chancelier et que lui-même et son parti apportent le soutien à cette coalition en prenant évidemment des postes ministériels importants. Von Papen serait ainsi le numéro 2 du gouvernement. Et c'est là, dans cette villa de Ribbentrop, que Oskar von Hindenburg, le fils du président Hindenburg,
accepte de rencontrer le 22 janvier, vers 22h, Adolf Hitler. Parmi les témoins et convives de cette rencontre se trouve, outre Ribbentrop, Frick, un membre du Parti national-socialiste très versé en économie, et puis un aviateur célèbre, mais qui occupe le poste de président du Parlement, Hermann Göring. Avec eux s'ajoute le secrétaire d'État au service d'Hindenburg, Otto Meissner. Tous ces hommes d'ordinaire relativement séparés vont se mettre d'accord sur la stratégie à adopter pour convaincre le président Hindenburg de changer d'avis et d'accepter de nommer celui qu'il désignait sous le nom de petit caporal, d'accepter de nommer Adolf Hitler comme chancelier de la République de Weimar. Qui a eu le plus d'influence sur le président Hindenburg, son fils, ses principaux collaborateurs, Meissner? Toujours est-il qu'on en arrive finalement à cette scène du 30 janvier 1933, à midi, quand Hitler est investi en tant que chancelier du Reich. À cette époque, les quotidiens sortaient plusieurs fois par jour. Il y avait des éditions pratiquement toutes les 2 heures. Et c'est ainsi que dans l'édition de 14 heures du 30 janvier 1933, les premiers journaux décrivent déjà la nomination toute nouvelle d'Adolf Hitler comme chancelier du Reich. Parmi ces nouveaux journaux, il y en a un, dirigé par Joseph Goebbels, qui s'appelle l'Angriff, l'attaque, l'agression. Et ce journal claironne la victoire. L'Angriff est un journal qui est déjà habitué à avoir des articles contre les Juifs, des articles antisémites, qui font que peu de gens osent l'acheter. Mais ce jour-là, les crieurs de l'Angriff vont par les rues et appellent aussi déjà à une grande manifestation. Les journaux modérés, eux, essayent de rassurer. Ils rappellent que sur les 11 ministres, 2 seulement appartiennent au parti hitlérien, et que l'on retrouve à côté d'eux des membres du Zentrum et aussi des membres du Parti national libéral. Bref, que c'est plutôt une coalition de droite modérée qui arrive au pouvoir plutôt qu'une coalition extrémiste. D'une certaine manière, une partie de l'Allemagne a le sentiment qu'il ne s'est pratiquement rien passé ce 30 janvier 1933. C'est une coalition de plus avec des acteurs de droite qui est arrivé au pouvoir. En somme, la poursuite classique du jeu parlementaire allemand. Un témoignage l'exprime mieux que d'autres. C'est une jeune femme qui l'a écrit à la fin des années 30 et elle raconte comment le 30 janvier, son chef la convoque dans son bureau. L'après-midi du 30, mon chef m'a fait venir dans son bureau. Je m'appelle Sibylle Pech, j'ai 30 ans. Je suis née dans une famille protestante, je travaille dans un studio de cinéma. Après avoir soigneusement refermé la porte, il m'a dit « Sibylle, je sors d'une réunion secrète du comité électoral du Zentrum, le parti catholique du centre. Ils ont décidé de laisser Hitler au pouvoir jusqu'aux élections législatives, probablement début mars. Les nazis vont perdre 2/3 de leur voix, et c'est le prélat Ludwig Kass, leader de notre parti, qui va être nommé chancelier à sa place, il n'y a aucun doute. » Pendant que certains s'interrogent, Hitler, lui, agit. À 17h, il réunit les principaux membres de son cabinet à l'Hôtel Kaiserhof. Le Kaiserhof, c'est un de ces grands palaces berlinois où Hitler a pris ses quartiers depuis le début des années 20. C'est là qu'il réside à chaque fois qu'il vient à Berlin. Pour le détail, Hitler est simplement vêtu de son costume. Il n'a pas un habit de SA ou de SS, un uniforme, non. Il est en civil. Manière peut-être de rassurer ses interlocuteurs. Mais déjà, dans la discussion qui s'engage, les stratégies dont on parle sont bien des stratégies rigides. Il s'agit d'éliminer le Parti communiste. Comment faire pour en réduire la place? Peut-on l'interdire? On décide de repousser cette solution. Faut-il réunir le Parlement avant de prendre une mesure radicale de dissolution afin que la nouvelle coalition puisse profiter de l'élan que visiblement elle va créer dans le pays? Ces décisions sont mises en suspens sauf une.
il faut sans doute obtenir du président la dissolution rapide du Reichstag, et grâce à cet effet de surprise, les électeurs devraient se porter sur la majorité. Après avoir mis fin à la discussion, à 19h, le nouvel homme fort du pays entend la foule qui s'est massée devant l'hôtel Kaiserhof. Il y a là des militants qui, évidemment, ont été mobilisés par Joseph Goebbels, celui qui est en fait le dirigeant du Parti national-socialiste de Berlin. Il a fait passer le mot, et c'est la raison pour laquelle tout le monde se rassemble pour essayer de donner le sentiment qu'une nouvelle ère est en train de s'ouvrir. À 19h, depuis le Kaiserhof, Hitler sort sur le balcon et peut saluer la foule de ses admirateurs. Stefanie Landais, la correspondante du journal Le Matin, a décrit ce spectacle étrange de voir ces masses allemandes se regrouper sous la direction du nouveau maître. Il m'a fallu plus d'1 heure pour arriver là où je voulais être, face à une fenêtre illuminée de la chancellerie. Dans son encadrement, Hitler. Spectacle rare, le leader nazi porte la jaquette réservée aux cérémonies officielles. C'est ainsi qu'il a dû paraître ce matin devant le président. Comme les projecteurs, comme les caméras des photographes allemands et étrangers, je cherche son visage. Je distingue mal ses traits. J'ai l'impression qu'il sourit. De temps à autre, il étend le bras à sa manière, presque horizontalement, pour saluer un drapeau qui passe sous ses yeux. Il ne se rend pas compte que sa manche est retroussée jusqu'au coude, laissant largement apparaître la chemise. Du haut de sa fenêtre, il contemple un immense tapis ondulant fait de feu et de flammes qui se déroule interminablement au pied du vainqueur. J'ai l'impression qu'il sourit, dit Stefanie Landais, mais à quoi peut bien penser un homme qui, en quelques heures, est passé du statut de chef de parti au statut putatif de chef de l'État? À quoi peut bien penser un homme qui dormait dans des asiles de nuit à Vienne au début du XXe siècle et qui est devenu, quelques décennies plus tard, le représentant éminent du peuple allemand? À quoi peut penser le peuple de Berlin, tourné en partie vers ce dirigeant national-socialiste, au moment où commence la clameur d'un étrange défilé qui se rassemble comme pour rendre hommage à la nouvelle ère qui s'annonce. Le 30 janvier 1933, Hitler est donc chancelier du Reich. On pourrait penser qu'il est arrivé au pouvoir par des voies démocratiques. C'est en partie vrai. Mais il ne faut pas oublier qui contrôle la rue. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Car déjà, dans cette journée, et dans les jours qui suivent immédiatement, se dessine un nouveau visage pour la République de Weimar, celui d'un régime autoritaire. En somme, le 30 janvier 1933, l'Allemagne a changé de régime constitutionnel sans s'en rendre compte. L'Allemagne a changé d'air. Et cela, nous le verrons dans le second épisode, consacré à cette journée historique, le 30 janvier 1933, un jour qui a changé la face du monde. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite. Ce podcast est une création Europe 1 Studio, présentée par Fabrice Dalmeda. Il a été préparé par Simon Maisonneuve, réalisé par Christophe Davio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou vos plateformes habituelles d'écoute. À bientôt pour un prochain épisode.